Alors voilà pour le numérique et la transformation des mobilités. On va continuer bien sûr maintenant à se projeter dans le monde de 2030 et même au-delà, hein, mais 2030 c'est vraiment demain, on l'a compris. Ceux qui ont organisé l'événement ont appelé ça un keynote d'envol, c'est-à-dire on prend de la hauteur, on se pose un peu. Quels sont les défis à relever pour réussir la société de demain dans ce contexte de mutation de la société, de transformation liée aux enjeux, on l'a vu, climatiques, énergétiques. Quelle agriculture, quel transport aussi, on vient de le voir, quel aménagement du territoire, quelles activités manufacturières, quels indicateurs de succès, quel système fiscal aussi, quel contrat social. Le plan de transformation de l'économie française se place dans ce cadre, mais il ne donne pas toutes les clés de lecture et beaucoup reste à inventer. Et il a un point de vue sur la question. J'accueille le fondateur de Carbone 4 et président du Shift Project. Il est ingénieur, il est enseignant, il est conférencier. Merci d'accueillir Jean-Marc Jancovici. Oui, c'est ça, c'est le fameux keynote d'envol. Je suis ravie de vous accueillir. Ah ben voilà, je vous donne tout votre matériel. Ça sert aussi pour le truc low-tech qui s'appelle une voix. Et je rappelle à nos amis qui sont dans la salle que vous pouvez continuer à poser vos questions grâce à la plateforme Slido, je ne sais toujours pas, parce qu'il y aura un échange entre la salle et Jean-Marc Jancovici à l'issue de sa présentation. Très bien, puisque je n'ai pas été confondu avec un militant d'extrême gauche et que j'ai pu arriver jusqu'ici. Je vais donc essayer... Alors, en fait, je vais prendre le fil de ce qui vient d'être dit à la table ronde précédente, mais moi, je vais essayer de faire des règles de 3. Vous savez, les ingénieurs, de temps en temps, ils ont un petit travers qui essaye de faire des règles de 3. Je ne vais pas partir en 2030, d'abord. Je vais rester en 2023. En 2023, et en ce moment, enfin, où il y a pas longtemps, l'Espagne a connu des températures supérieures à 40 degrés. En France, ça fait 2 ans qu'il ne pleut pas assez. En Espagne, ça fait 3 ans. Et donc, ils sont en train de connaître quelque chose qui est tout simplement un avant-goût, comme vous allez le comprendre dans pas longtemps, de conditions climatiques nouvelles qui sont en train de s'installer sur le sud de l'Europe et qui vont aussi concerner la France. C'est également vrai dans d'autres endroits. Alors, il n'y a pas beaucoup de passagers aériens qui prennent l'avion à Lyon, en Somalie, donc on s'en fiche un peu plus. Mais il y a quand même des problèmes dans un nombre croissant de régions du monde. Ça concerne également l'océan qui recouvre 2/3 de la superficie de la planète. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une vague de chaleur abominable en Asie, etc. Alors, qu'est-ce que ça préfigure, tout ça ? Alors là, on va partir un peu plus loin que 2030, on va partir en 2050. 2050, qui a des enfants dans cette salle ? Eh bien voilà, en 2050, vos enfants auront votre âge, si vous les avez faits raisonnablement tôt, par rapport à l'âge auquel on fait son premier enfant désormais en France, et ils n'auront pas encore votre âge, si vous les avez faits un peu plus tard que tôt. Alors qu'est-ce qui se passe en 2050 ? Vous avez ici une carte qui est issue du dernier rapport du GIEC. Le GIEC, je vous rappelle que c'est une agence onusienne qui fait la synthèse de la littérature scientifique disponible sur l'influence de l'homme sur le climat. Ce n'est pas un laboratoire de recherche en tant que tel, hein, c'est juste un endroit où on compile la littérature scientifique. La ligne du haut, l'acronyme barbare, presque aussi difficile à interpréter que ce qui figure sur un formulaire CERFA, RCP 45, c'est un scénario dans lequel le climat se réchauffe de 2 degrés en 2100. D'accord ? 2 degrés en 2100. Vous avez un code couleur sur la droite qui va de l'orange en bas au violet en haut et qui vous donne le nombre de jours par an pour un certain nombre de zones sur la planète où les conditions externes sont potentiellement mortelles. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont potentiellement mortelles ? Parce que la température de l'air excède la température de votre peau, donc vous ne pouvez pas refroidir un organisme, un être vivant, simplement par contact avec l'air. L'air est plus chaud, il est au-dessus de 35 degrés. Et par ailleurs, la saturation en vapeur d'eau est totale dans l'air. Et donc, vous ne pouvez pas refroidir votre corps en évaporant la sueur que vous avez faite. Vous pouvez transpirer, mais votre sueur ne s'évapore pas. Donc, du coup, vous ne pouvez refroidir votre corps ni par contact avec l'air, ni par évaporation de la sueur. Et vous risquez la mort par hyperthermie. Ce que vous voyez, c'est que dans un scénario à 2 degrés, et dès 2050... vous avez pas loin d'1 milliard d'individus, toute l'Asie du Sud-Est, une partie de l'Inde, une partie de l'Amérique équatoriale, etc., où plus d'1 jour sur 2, les conditions extérieures sont potentiellement mortelles. Merci beaucoup. Voilà, ça fait partie des réjouissances qui nous sont promises dans un scénario 2 degrés, qui pour le moment est l'objectif politique,
que nous ne sommes pas partis pour tenir, sauf peste ou guerre thermonucléaire, mais sinon on n'est pas parti pour les tenir. Donc dans ce genre de scénario, vous voyez qu'on a 1 milliard d'individus qui vont avoir des problèmes pour pratiquer l'agriculture chez eux. Est-ce que ce genre de truc va conduire à une situation stable dans le monde et à du transport aérien entre pays ayant des frontières ouvertes et des gens ayant du pouvoir d'achat pour se déplacer? Il est permis d'en douter, sans être nécessairement un oiseau de très mauvais augure. Il n'y a pas que les températures qui vont changer dans un monde qui se réchauffe, il y a également les précipitations. Alors, je vous en ai donné un avant-goût. En ce moment, le sud de l'Europe est en train de s'assécher. En fait, il faut voir que dans un monde qui se réchauffe, il y a globalement plus d'évaporation, sauf que l'essentiel du surplus de précipitations qui en résultera va concerner le Pacifique équatorial, où il n'y a pas beaucoup de culture et pas beaucoup d'habitants. Sur les sols, on va avoir également une augmentation de l'évaporation et des pluies qui vont devenir plus irrégulières, de telle sorte que l'eau s'infiltrera moins facilement quand elle tombera, sur des sols plus souvent soumis à de la sécheresse et à de l'évaporation. Le résultat des courses, c'est que les sols vont s'assécher, et avec ça, les écosystèmes vont souffrir et l'agriculture va souffrir. Alors si on ne veut pas, bon, j'aurais pu vous passer pendant encore très longtemps tout un tas d'autres conséquences, tout ça est assez bien documenté, ça ne prend que le temps d'aller lire la documentation existante. Donc si vous ne le faites pas, c'est votre responsabilité, sans vouloir être désagréable, c'est pas celle des gens qui ont produit l'information. Hein, j'insiste, si vous ne le faites pas, c'est votre responsabilité. Ici, vous avez un graphique qui est également issu du dernier rapport du GIEC et qui vous donne la correspondance entre les émissions totales de gaz carbonique que nous mettrons dans l'atmosphère et le réchauffement climatique. Pourquoi est-ce que c'est juste les émissions totales qui comptent? Parce que le gaz carbonique est un oxyde, dit oxyde de carbone. Et tous les chimistes dans la salle... Est-ce qu'il y a des chimistes dans la salle? Il n'y a pas un chimiste dans la salle? On peut faire qu'HEC pour adhérer au MEDEF? Non, il n'y a pas un chimiste dans la salle? Bon. Ah, si, il y a un chimiste là-bas. Bon, bah, ils expliqueront aux autres. Ils expliqueront aux autres que les oxydes sont des formes stables, sont des molécules stables. Par exemple, l'eau, qui est un oxyde, est stable depuis 4 milliards d'années sur Terre, donc les oxydes sont des formes très stables. Le CO2 est une forme très stable, c'est une molécule très stable, ce qui veut dire qu'une fois qu'il est dans l'air, il n'a pas de processus d'épuration spontané. Les processus d'épuration du CO2 ne se produisent qu'au contact du sol ou de l'océan, et c'est des processus lents. Et ils demandent de l'énergie. Donc, une fois qu'on a mis le CO2 dans l'air, il y reste extrêmement longtemps. Retenez que dans 10 000 ans, 15% du surplus de CO2 qu'on a créé, 15 à 20%, sera toujours là. C'est-à-dire 10 000 ans après arrêt des émissions, 15 à 20% du surplus de CO2 créé par les humains seront toujours là. Donc il n'y a que les émissions cumulées qui comptent. Alors si on regarde les émissions cumulées, c'est assez simple. En 2022, on avait mis 2400 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Le climat s'est réchauffé d'1,2 degré et c'est suffisant pour mettre 40 degrés en Espagne au mois d'avril. C'est suffisant pour avoir déjà tué 15% des coraux tropicaux. C'est suffisant pour avoir les accidents agricoles qu'on a eus l'été dernier et qu'on s'apprête à avoir de plus en plus fréquemment à l'avenir, etc. Si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré, il faut limiter les émissions cumulées à 3000 milliards de tonnes. 3000 moins 2400 déjà émises, ça veut dire qu'il en reste 600 à émettre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est bon, jusque-là. Ce qui veut dire que pour le siècle... Pour la portion du siècle qui reste, les 75 ans qui restent d'ici à la fin du siècle, on a le droit de mettre dans l'atmosphère un quart des émissions qu'on a mises sur le siècle qui vient de s'écouler. En fait, essentiellement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça revient à dire que, appliqué à une humanité qui est en moyenne 3 fois plus nombreuse que ce qu'elle était sur le siècle qui vient de s'écouler, un bébé qui naît aujourd'hui, il a le droit au 10e des émissions de ses grands-parents qui meurent aujourd'hui sur l'ensemble de sa vie. Voilà, ça c'est 1,5 degré. Le même genre de règle de 3 avec le scénario à 2 degrés, on a le droit à 3600 milliards de tonnes, dont 2400 déjà émises, etc. Mon bébé a le droit au 5e. Si je regarde en dynamique des émissions, et c'est là-dessus que je vais partir, eh bien, ça veut dire que si on veut tenir les 1,5 degrés, il faut que les émissions se mettent à baisser de 7% par an, tous les ans, à partir de maintenant. Je vous rappelle que l'année du Covid, c'est moins 5%, et 1945, c'est-à-dire l'année de l'éradication de l'appareil industriel du Japon et de l'Allemagne, c'est moins 5% sur Terre aussi. Il faut répéter ce genre de baisse tous les ans, à partir de maintenant, si on veut tenir, alors 7% pour les 1,5 degrés, 5% pour les 2 degrés. Qui dans cette salle a un plan d'entreprise compatible avec une baisse de 5% des émissions planétaires tous les ans? Personne, pas même Carbone 4. J'insiste, personne. Hein? Personne. Admettons qu'on ne veuille pas, parce que quand même c'est sympa de prendre l'avion à Lyon. On va quand même être attrapé par la patrouille.
Ici, vous avez un diagramme qui a été mis au point par le Shift Project. Alors, il n'a pas été mis au point par le Shift Project. En fait, c'est le travail de 3 experts du monde pétrolier qui sont respectivement l'ancien analyste pétrole et gaz de l'Agence internationale de l'énergie, l'ancien patron de l'exploration de Total et l'ancien patron de l'évaluation des gisements de Total. On leur a donné une base de données de l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde, à laquelle on a eu accès pour un prix d'amis, et on leur a dit « Faites-nous un pronostic sur la production future de pétrole sous seule contrainte géologique ». Donc on se fout du climat. Juste, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. En provenance des 16 premiers fournisseurs de pétrole de l'Europe, qui sont aussi les 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada. Et ce travail nous a notamment été financé par la Direction générale des relations internationales et stratégiques du ministère des Armées. Je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'à vous, ce travail, mais en tout cas, vous en avez payé un morceau. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce travail ? Il dit que la production de pétrole, j'insiste, la production des 16 premiers fournisseurs de l'Europe sera divisée par 2 d'ici à 2050, ce qui veut dire que leurs exportations vers l'Europe, sachant que l'Union européenne importe la totalité, moins quelques pourcents du pétrole qu'elle consomme, sera divisée par 2 à 20. Parce qu'évidemment, ils vont commencer par se garder le pétrole pour eux. Par 2 à 20. Donc qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, gilet jaune ou pas gilet jaune, rapprochement des peuples par l'avion ou pas rapprochement des peuples par l'avion, nous allons avoir en Europe, climat ou pas climat, 2 à 20 fois moins de pétrole à consommer d'ici à 2050. Est-ce qu'aujourd'hui on est en train de préparer l'avenir à ça? Non, on continue à rajouter des autoroutes, on continue à étaler les villes et on continue à vendre des bagnoles de plus en plus lourdes thermiques. Donc on n'est absolument pas en train de faire quoi que ce soit de cohérent avec ce problème. C'est pareil en ce qui concerne le gaz. On a demandé aux mêmes, avec la même base de données, de nous faire une analyse de la production passée et future de gaz. Et le pic mondial pour la production de gaz devrait arriver en 2030, plus ou moins 10 ans. Sachant que ça dépend essentiellement du gaz de schiste américain, parce que la production de gaz dit conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du shale gas, est sur un plateau depuis 2010. On plafonne depuis 2010. Alors dans ce contexte, au Shift Project, on s'est un peu creusé la cervelle pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait proposer qui soit compatible avec un cahier des charges qui est les émissions doivent baisser de 5% par an. Alors une baisse des émissions de 5% par an, vous êtes les rois des pourcentages composés comme moi, ça fait pas tout à fait 25% de baisse sur un mandat présidentiel, mais pas loin, ça fait 23%, ou un mandat de patron du MEDEF, je ne sais pas combien de temps ça dure, 5 ans aussi? Voilà, bon bah c'est pareil. 23,4% si ma mémoire est bonne de baisse sur 5 ans. D'accord? C'est ça que... Vous savez, de temps en temps, il faut être trivial, hein, des additions, des soustractions, des pourcentages. Donc au Shift Project, on a sorti notre calculette à règle de 3. Et là, je vais vous proposer quelques mesures. Donc normalement, pour ceux à qui il reste des cheveux dans la salle, ils vont se dresser sur leur tête. Concerne toutes les femmes, normalement, qui gardent leurs cheveux plus longtemps. Vous allez voir ce que disent les règles de 3 quand on commence à s'intéresser concrètement au problème. Non, pardon. Avant de finir, le plan de transformation de l'économie française est un ouvrage dont le titre est légèrement menteur, parce que nous avons fait de l'économie sans parler d'euros. Pour nous, l'économie, c'est quoi? C'est des flux physiques de transformation et des gens. Donc c'est des métiers, des compétences, et c'est des choses, des ressources naturelles à transformer et des flux physiques de transformation, de déplacement, etc. Et les euros, on voit ensuite. Hein. Si j'en reviens au transport aérien, pour nous, le transport aérien, c'est d'abord un nombre d'avions qui se baladent sur des distances données et un nombre de gens qui travaillent dans le secteur. Combien coûte le billet d'avion? Ce n'est pas notre sujet dans un premier temps. Et donc, dans le plan de transformation de l'économie française, on a regardé comment devaient évoluer les flux physiques des activités économiques à partir du moment où on baissait les émissions de 5% par an. Et par ailleurs, on a été sympa sur 2 points. Un, on ne s'est intéressé qu'aux émissions françaises, alors qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone de la France, c'est 40% d'émissions importées. Vos vêtements n'ont pas été fabriqués en France. Une partie des engrais permettant de cultiver ce que vous allez manger à midi n'a pas été fabriqué en France. Le plastique, il vient du pétrole qui n'est pas fabriqué en France, enfin qui n'est pas produit en France. La quasi-totalité de ce que vous pouvez trouver dans une grande surface aujourd'hui, c'est made in ailleurs. Hein. Donc les émissions sont aussi des émissions qui ont eu lieu ailleurs. Donc on a fait de l'économie physique. Alors, quelques secteurs dans lesquels on vous propose quelques résultats. On ne voit pas comment tenir les moins 5% par an sans les mesures que je vais vous proposer maintenant. Dans la construction neuve, il faut progressivement diviser le rythme de construction par 2. Je me rappelle que quand j'avais eu l'occasion de présenter ça devant un certain nombre de responsables de la construction, ils avaient trouvé ça moyen.
Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire notamment que la construction des résidences secondaires est largement freinée. Ça veut dire qu'on essaye de minimiser le nombre de logements vacants, etc. Et en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, vous avez chaque année 2 fois plus de création de logements que de formation de nouveaux ménages. Il faut passer les logements à des performances d'enveloppe qui soient supérieures, c'est-à-dire en gros limiter les déperditions thermiques et limiter les invasions thermiques d'été, parce que de plus en plus on va avoir un sujet d'invasion thermique d'été, hein, et pas de limitation de déperdition thermique en hiver. Et donc, en gros, ça veut dire qu'il faut que tous les logements deviennent progressivement A, B et un petit bout de C d'ici à la fin du siècle. Alors, dit comme ça a l'air très simple. On va dire, il n'y a qu'à mettre les milliards. En fait, ce n'est pas le problème des milliards. C'est un problème que vous connaissez très bien. C'est le problème des gens. C'est le problème des gens. Ça veut dire qu'il faut rajouter 200 à 300 000 personnes dans l'artisanat du bâtiment. Et pour le moment, ils ne sont pas là. Voilà, donc on a un sujet dans tous les plans d'ensemble qui est un sujet de compétence qui en général est le parent pauvre des politiques publiques. Il faut essentiellement passer les logements à la pompe à chaleur et au chauffage urbain, on va dire, hein, en gros, c'est un truc qu'il faut faire. Dans l'industrie, 3/4 des émissions industrielles, pour ce qui reste de l'industrie en France, sont le fait de la fabrication des matériaux de base. Acier, chimie, ciment. Une fois que vous avez tapé ces 3 matériaux-là, vous avez 75% des émissions industrielles françaises. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le ministère, M. Lescure, a proposé aux 50 sites les plus émetteurs de leur financer des tas de trucs pour qu'ils émettent moins. En fait, il n'y a pas que financer directement les sites, il y a plein d'autres trucs à faire. Là, regardez par exemple pour l'acier. Dans les choses qu'il faut faire, il faut faire... Ah, il n'y a plus d'image. Ah si, j'ai... Dans les choses qu'il faut faire, en fait, vous avez un certain nombre de mesures et aucune d'entre elles ne fait la totalité du job. Donc certes, il faut augmenter le recyclage. Il faut également augmenter l'efficacité des hauts fourneaux existants. Puis, il faut consommer moins d'acier. On peut utiliser moins d'acier dans la construction, par exemple. Et puis, par ailleurs, si on construit moins de mètres carrés neufs, on va nécessairement utiliser moins d'acier. Et puis, on peut encore faire un certain nombre d'autres choses, comme par exemple la réduction directe à l'hydrogène. Mais vous voyez que dans cette affaire-là, c'est 20% du gain. C'est pas 100% du gain. Parce qu'il y a d'autres mesures à mettre en œuvre, sinon ça ne passe pas. Retenez que pour remplacer un haut fourneau actuel par un dispositif de réduction directe à l'hydrogène, il faut mobiliser un réacteur nucléaire. On a 3 hauts fourneaux à Dunkerque, 3 ou 4, un haut fourneau à Fos. Donc rien que pour remplacer la production actuelle d'acier, pour la passer du coke à l'hydrogène, il faut 5 réacteurs nucléaires. Voilà, ce n'est pas un truc qu'on va trouver sous le sabot d'un cheval demain matin. Je ne suis pas contre le fait qu'on les fasse, mais ça ne va pas être pour demain matin. Pareil dans le ciment, là vous avez l'ensemble des mesures auxquelles on a réfléchi. Donc vous avez un certain nombre de choses. Vous pouvez faire de l'efficacité dans les cimenteries, ça fait une partie du job. Vous pouvez changer, vous pouvez faire prendre des combustibles, des déchets qu'on brûle en cimenterie, etc. Mais après, il y a d'autres mesures qui commencent à être des mesures qui ne sont pas strictement à isoproduction. Par exemple, vous pouvez baisser la quantité de clinker dans le ciment, ça c'est un truc qui est faisable. Vous pouvez baisser la quantité de ciment dans le béton, ça c'est un autre truc qui est faisable. Vous pouvez passer, ça c'est ce qui s'appelle optimisation béton. Vous pouvez utiliser un peu plus de bois, à supposer qu'il pousse toujours, parce que la productivité de la forêt est en train de baisser à cause du réchauffement climatique. Etc. Et vous pouvez éventuellement faire un peu de CCS et envoyer le CO2 chez les Danois ou l'envoyer dans la mer du Nord, mais ça fera une partie du job. Là c'est pareil, pas la totalité. C'est pareil pour la chimie, donc je ne vous détaille pas. Le truc important à retenir, c'est que vous voyez bien qu'il n'y a pas une mesure qui est une silver bullet qui fait la totalité du boulot. Hein, c'est dans un plan, c'est comme dans un plan dans une entreprise, c'est rare qu'il n'y ait qu'une seule mesure dans un plan. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises ici où il y a des plans qui n'ont qu'une seule mesure, mais ce n'est pas très très courant. En général, enfin, sauf si la seule mesure c'est d'augmenter le résultat net, mais sinon, en général, dans les moyens d'action, on a un certain nombre de choses qui se font en parallèle. Mobilité. Alors j'ai entendu tout à l'heure, l'avion c'est indispensable, etc. Ici, je vous propose un panorama de la consommation d'énergie de ce qu'on appelle la mobilité longue distance. Donc quand on part à plus de 80 km de son domicile, qui est essentiellement faite pour des motifs de loisirs en France, 90% de ces déplacements. Et vous voyez que pour ces déplacements-là, c'est-à-dire si je prends comme assiette les déplacements de longue distance de loisirs, l'avion utilise plus d'énergie actuellement en France que la voiture. Plus d'énergie que la voiture. Et contribue plus aux émissions de gaz à effet de serre que la voiture. Et encore, dans ce décompte,
ne figurent pas les traînées de condensation, qui ne font pas partie des gaz des inventaires d'émissions, qui doublent la contribution du secteur aérien au réchauffement climatique. Donc on n'est pas en train de parler d'un truc totalement marginal au sein d'un usage qui est la mobilité longue distance. En ce qui concerne l'avion, on est en train de parler de quelque chose de principal au sein de la mobilité longue distance. Avec ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le pétrole, c'est ce qui m'a conduit à dire un jour à la radio et à me faire contredire par M. Faury, qui ne voit pas l'hydrogène du tout en 2035, il l'a dit hier matin, il le voit plutôt après 2050, à supposer qu'on en ait un jour, parce que l'avion à hydrogène s'appelle la fusée Ariane pour le moment, ça marche bien, mais pas exactement pareil. Vous avez, avec ce qu'on voit sur l'approvisionnement en pétrole et la très grande difficulté à trouver pour des raisons techniques des substituts, mon pronostic, c'est que l'aviation de masse est née avec le pétrole. Mon père, qui était docteur en physique, il est parti aux États-Unis dans les années 50 en bateau. Et l'aviation de masse finira avec le pétrole. Je dis bien l'aviation de masse. Voilà. Bon, ça, je vais passer parce que j'ai pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la mobilité de longue distance? Vous voyez, 1 milliard de trucs. Dont l'électrification des voitures que vous avez en bas à droite, c'est une partie du job. Mais il faut faire du report modal, il faut faire du covoiturage, il faut faire de la massification, il faut électrifier les véhicules, il faut faire de l'efficacité ici, etc. Donc vous avez 1 milliard de mesures. Et c'est pareil pour le fret. Alors le fret, on en parle peu, mais à mon sens, c'est plus urgent que la mobilité des gens. Mais pourquoi est-ce qu'on s'occupe de la mobilité des gens? Parce que les gens votent et les marchandises ne votent pas. Alors que si demain matin, je supprime les camions, non seulement il n'y a plus d'événements ici, mais vous mourrez tous de faim. Si demain matin, je supprime les camions, vous mourrez tous, moi aussi du reste, de faim. Tous. Parce qu'aujourd'hui, le transport des marchandises est devenu totalement indispensable à faire vivre des ensembles urbains de quelques centaines de milliers ou quelques millions de personnes, parce que ce n'est pas avec quelques fermes verticales pour faire pousser des fraises qu'on va nourrir les 80% de la population qui aujourd'hui habite en ville. Donc j'insiste, si demain matin on supprime les camions, les populations occidentales meurent de faim. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour décarboner le fret? Beaucoup moins que ce qu'on fait pour décarboner la mobilité des personnes. À mon sens, dans un plan d'urgence, c'est l'inverse qu'on devrait faire, parce que nous, on a des jambes, et donc au pire, on se lève 1 heure plus tôt et on prend un vélo. Le colis, il ne fait pas ça. Qu'est-ce que ça va donner sur l'emploi, cette histoire? Et j'ai terminé avec ça. Alors, on a fait un calcul, toujours sur la base des flux physiques, en disant, bah voilà, si on a besoin de moins de voitures, plus de vélos, moins de gens pour construire des bâtiments, plus d'agriculteurs, etc., comment est-ce que se déforme l'emploi? On est allé en discuter avec des tas de gens, notamment avec les gens avec qui vous êtes un peu chicanés récemment, c'est-à-dire les syndicats de salariés. Et c'était des discussions très intéressantes. La conclusion qu'on a, c'est que c'est un chamboulement massif, et en fait c'est probablement là un des premiers freins à l'action, c'est un chamboulement absolument massif sur les emplois et les compétences. Un chamboulement absolument massif sur les emplois et les compétences. Aujourd'hui, ça, c'est très peu regardé. C'est évidemment le truc qui fait peur, parce qu'on a tous peur de perdre notre job, et on n'est pas non plus très rassuré à l'idée de changer fondamentalement de job, de région, etc. Vous êtes très bien placé pour savoir que dès qu'on a une transformation un peu ample à faire dans une organisation, c'est un des trucs qui bloque les gens. Là, on a regardé un gisement que de 4 millions d'emplois. On n'a pas regardé les autres parce qu'on n'avait pas les moyens. Et on a fait une hypothèse très hardie, et qui, à mon avis, ne se vérifiera pas, qui est que la productivité du travail reste constante. Et cette hypothèse est très hardie parce que quand on regarde ce qui a fait augmenter la productivité du travail, c'est le fait d'avoir adjoint des machines aux gens. L'agriculteur, aujourd'hui, il n'est pas plus productif que l'agriculteur il y a 2 siècles parce qu'il a plus de bras et de jambes. Il est plus productif parce qu'il ne fait pas le même métier. Il y a 2 siècles, il binait la terre avec ses bras et ses jambes. Aujourd'hui, il conduit un tracteur. Donc ça n'a rien à voir, il ne fait pas du tout le même métier. Et en fait, ce qui cultive aujourd'hui le champ, c'est le tracteur, c'est pas le paysan. Donc la productivité du travail, c'est plus de machines et plus d'énergie. Et donc dans un monde avec de moins en moins de machines par personne et de moins en moins d'énergie par personne, la productivité du travail baissera. Donc quand vous voyez aujourd'hui des articles de presse qui commencent à s'interroger sur où est passé l'arrêt de la hausse de la productivité, n'allez pas chercher la réponse plus loin que dans l'énergie et le parc de machines par personne. Si vous allez regarder ça d'un peu près, vous vous rendrez compte que c'est une explication extrêmement plausible. Et aujourd'hui, on n'en est qu'aux prémices. Aujourd'hui, on en est qu'aux prémices. La productivité du travail, à l'échelle séculaire, va baisser. Voilà, il faut faire avec. Et ça, on n'en a pas tenu compte dans ces déplacements d'emploi. Sinon, ils auraient été encore plus vastes. Voilà, j'ai fini. Je suis désolé, j'ai débordé de 2 minutes. Et s'il y a encore le temps pour les questions, ça sera avec plaisir. Il y a encore le temps pour les questions. Si, il y a encore...
Il y a encore le temps, Jean-Marc, pour quelques questions, parce que je pense que c'est important. Enfin, on profite de votre présence ici. Avez-vous des indicateurs chiffrés, précis, pour affirmer... Non, ça c'était le dessin de... Très bien. Oh là là, alors attendez, je vous livre. Peut-être vous faites votre choix. Croyez-vous en la décroissance? Pourquoi? Alors je vous préviens, celle-là on ne la prend pas parce qu'on n'a pas 2 heures devant nous. Je peux y répondre en 30 secondes pourtant. Ah, chiche. Chiche. En 30 secondes, c'est je crois autant à la décroissance qu'au vieillissement de ma carcasse. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va dépendre de nous, c'est quelque chose qui va s'imposer à nous. Il y a un petit théorème en maths qui montre que quand on tape dans des ressources dont le stock de départ est donné une fois pour toutes, le prélèvement dans ce stock ne peut faire que ça. Voilà, c'est un théorème de maths. Donc la décroissance, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, sur les flux physiques, on va se la cogner de toute façon. Voilà. Donc j'y crois, oui, sur les flux physiques. Comment... Alors attendez, comment les formuler cette question? Comment... mais je ne dis pas que ce soit sympathique. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. Non, vous avez, de même, vous avez vu, de même que mon vieillissement, je ne suis pas sûr de le trouver très sympathique, mais j'ai pas le choix. Exactement. Je ne sais plus quelle actrice a dit il n'y a pas longtemps, mais moi je ne veux pas être jeune, je l'ai déjà été. Pas mal. Comment, pour une entreprise, accompagner pour faire prendre conscience et permettre le changement? On l'a un peu évoqué quand même tout à l'heure. En le décidant. Voilà, vous avez vu, ça va vite, hein, les questions. Que pensez-vous des gisements d'hydrogène? Vous êtes chef d'entreprise. La loi ne vous interdit absolument pas de décider que vous allez diffuser de l'information sur ce genre de problème à l'intérieur de votre entreprise. Où est-ce que la loi vous l'interdit? Vous l'interdit pas. Donc, en le décidant. Il faut réfléchir là-dessus parce que c'est vrai pour beaucoup de domaines. Que pensez-vous des gisements d'hydrogène qui auraient été trouvés dans les Pyrénées? Je n'en pense rien. Parce que c'est une affaire de quantité. Quand j'ai discuté de l'hydrogène natif avec des géologues il y a maintenant quelques années, ils m'ont dit oui, effectivement, il y a quelques endroits sur Terre où il y a des flux d'hydrogène natif en provenance du sous-sol qui se produisent par réaction chimique dans le sous-sol et qui sont ridiculement faibles au regard de la quantité d'énergie qu'on utilise sur Terre. Donc ça existe. Pour reprendre une formule que j'aime bien, je ne suis pas sûr que je parierais toutes mes économies sur le fait que ça va être un game changer dans les décennies qui viennent. Peut-on être optimiste quand on écoute votre discours? C'est vrai que j'ai démarré en disant que la matinée était placée sous le signe de l'optimisme. Bah, évidemment qu'on peut l'être. Il faut l'être. On ne va pas au combat en étant perdant d'avance. Donc on va devoir y aller, ça c'est sûr. Il faut être optimiste parce que sinon on ne fait rien. Mais être optimiste, ça ne veut pas dire être irréaliste. Ça ne veut pas dire être fou. Ça ne veut pas dire être aveugle. Ça veut pas dire attendre que ça se passe. Et ça ne veut sûrement pas dire être passif en attendant un miracle qui arriverait de je ne sais où. Mais être optimiste au sens de il faut se lancer dans l'action avec la conviction résolue que ça va être utile, oui, bien sûr. Vous faites part d'une urgence à agir, donc le temps court. Est-ce que le Shift Project est compatible avec le bien-être sociétal et le temps long? C'est vrai que ça, c'est Alors, il y a un élément dont on a beaucoup parlé depuis le début de la matinée. Alors, en fait, ce n'est pas le Shift Project qui est compatible ou pas avec le temps long, c'est les systèmes d'organisation qu'on a aujourd'hui. Où est le temps court dans les systèmes d'organisation qu'on a aujourd'hui? Un mandat de président, 5 ans. La stratégie long terme d'une entreprise cotée, 3 ans, les bonnes années. Voilà. Il y a des horizons de temps qui sont un peu plus longs dans les dynasties familiales. À Carbone 4, on a remarqué que quand on bossait avec des boîtes qui sont à actionnariat familial, elles ont quand même un peu plus de facilité que les autres à rajouter un zéro aux horizons de temps qu'elles regardent. Pas toujours, mais globalement quand même. Il y a également des métiers dans lesquels on a un pied dans le temps long par construction. Quand on gère des infrastructures de transport, quand on gère des infrastructures lourdes, quand on gère des ports, quand on gère même dans le bâtiment, etc. Il y a des métiers quand on est dans la mine. Une mine, c'est des décennies. Je veux dire, déjà, il faut 20 ans entre le moment où on décide de la faire et le moment où elle ouvre. Ensuite, c'est des décennies, des siècles d'exploitation. Donc, il y a des métiers. Donc, je ne dis pas que c'est parfait environnementalement. Je dis juste qu'il y a des métiers dans lesquels le temps long, il est naturellement là. Et puis, il y a des métiers dans lesquels le temps court et beaucoup, les métiers de service sont des métiers à temps très, très court. Où les horizons de temps des gens, je veux dire, avant que les gens dans une SS2I se projettent à 40 ans, il va se passer un moment. Ouais.
Donc c'est aujourd'hui la société tout entière qui a du mal à se projeter dans le temps long. Hein. C'est bien ça. Alors est-ce que les propositions qu'on fait sont compatibles avec le bien-être sociétal? Aux gens d'en décider. Au Shift Project, on n'est pas des dictateurs. Ce qu'on dit, c'est nous, on fait des calculs, on dit regardez ce qui est compatible avec, et regardez ce qu'on risque, ça a été le début de mon intervention, à ne pas vouloir jouer. Dit autrement, si on attend en disant ah non, quand même, l'effort est trop dur, on va attendre parce que comme ça, on n'aura pas d'effort, ben non, on va avoir un autre effort. On va avoir l'effort des famines, des maladies, des déplacements de population, des fermetures de frontières, des dictatures, des guerres et d'autres plaisanteries de ce genre. Choisis ton camp, camarade. Donc nous, on pense que c'est mieux de choisir l'effort de l'action collective, même si le trafic de l'aéroport lyonnais doit baisser un peu, voire beaucoup. Voilà. C'est ça notre point de vue. Mais après, c'est un point de vue... bah, vous êtes là pour l'exprimer, c'est pour ça que c'est un point de vue... Après, on vit en démocratie. Donc la question, c'est est-ce que collectivement... Est-ce que la collectivité dira oui, effectivement, c'est ce point de vue que je préfère, ou bien je préfère aller en sifflotant là où l'avenir nous mènera, quoi qu'il se passe. Justement, il y a une question qui est assez intéressante, c'est quel est le modèle de démocratie pour parvenir à ce que vous souhaitez? Alors ça, c'est un vaste débat. Je ne suis pas sûr qu'on ait... Alors là, pour le coup, la réponse risque d'être longue. La démocratie, c'est par définition le peuple qui choisit la direction dans laquelle on va. Alors, aucun système démocratique n'est parfait pour ça. Aucun système ne correspond parfaitement à cette définition. Le meilleur modèle à l'exclusion de tous les autres, comme on dit. Alors, oui, et même au sein de la démocratie, il y a jamais, je le répète, la liberté de choix totale du peuple n'existe jamais. Parce que vous dépendez déjà de l'offre du moment. Je veux dire, moi, il y a plein d'élections où je ne sais pas pour qui voter. Donc, malgré la pléthore de candidats, il y en a pas un dont je me dise, là, quand même, vraiment, il me propose un truc qui est génial. Je me reconnais, je ne sais pas. Bon, ça, c'est une imperfection du système. Une deuxième pas sûr que vous soyez le seul, mais une deuxième imperfection du système, c'est que vous avez le choix, dans le monde compliqué dans lequel on est, entre deux systèmes qui sont également imparfaits, ou bien on consulte la population sur la totalité des décisions qu'on a à prendre, la totalité. Est-ce qu'on allonge ou pas, je sais pas quoi, la durée du travail, les retraites? Est-ce qu'on fait passer une autoroute ici plutôt que là? Est-ce qu'on réglemente le poids des voitures neuves comme ceci plutôt comme cela? Et il y a tellement de décisions à prendre dans une année qu'en fait le système est impraticable. Vous ne pouvez pas faire un référendum sur chaque décret, chaque machin, etc. Ça ne marche pas. Soit vous confiez le pouvoir à des représentants élus, ce qu'on fait aujourd'hui. Et à ce moment, la deuxième limite, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas le temps d'instruire correctement la totalité des choses sur lesquelles ils doivent prendre des décisions. Voilà. Donc dans tous les cas de figure, il y a des imperfections dans le système. Dans tous les cas de figure. Et il faut vivre avec, et c'est pas simple. Dernière question. À quoi souhaitez-vous que le monde de 2030 ressemble? Et à quoi ressemblera-t-il à votre avis? Alors, je n'ai pas la réponse à la deuxième question. J'ai de quoi ai-je peur pour le monde de 2030. Et j'ai peur qu'en gros, on n'arrive pas à faire primer, alors je vais le dire d'une certaine manière, la cervelle qui réfléchit par rapport à la cervelle qui ressent. Aujourd'hui, on est quand même nous restons des animaux. Hein. Voilà, on dit parfois qu'on est des gens rationnels. C'est pas vrai du tout. On n'est pas du tout rationnel. On met en œuvre rationnellement nos désirs, totalement différents. Et aujourd'hui, on n'arrive pas dans nos désirs à hiérarchiser les choses de telle sorte qu'une forme de sécurité collective à moyen et long terme prenne le pas sur la totalité de nos libertés individuelles de court terme. D'accord, on n'y arrive pas. Et moi, j'ai peur que ça nous mène à une espèce d'enfer. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est 2030, 2035, 2040, 2045, 2050. J'ai moi aussi des enfants. J'ai aucune envie qu'ils vivent dans un monde en guerre et en déshérence. Mais c'est ça qui me fait peur. À quoi est-ce que j'aimerais qu'il ressemble ? J'aimerais qu'il ressemble à un monde dans lequel on a réussi collectivement à se raconter un autre récit que celui dans lequel on est aujourd'hui. Et ça passe notamment, pour les gens dans cette salle, par le fait que dans un certain nombre de cas de figure, on accepte le fait que l'indicateur qui prime sur tous les autres, ce n'est pas l'euro, et ce n'est pas le compte de résultat d'une boîte de données, c'est des objectifs collectifs, et l'économie prend la place qu'elle est capable d'occuper dans cet ensemble. Un peu plus, un peu moins, je ne sais pas. Si on n'est pas capable de faire ça, je pense qu'on va au-delà de très graves emmerdements. Bon. On finissait sur une note d'optimisme. Alors chacun fera son... Non, je vais finir sur... Alors, si vous voulez une note d'optimisme, je vais quand même vous en livrer... Oui, s'il vous plaît. Je vais quand même vous en livrer une. Alors, un système qui gagne n'est pas un système qui ne fait que des gagnants. Je peux répéter ?
Hein. Je crois qu'on a bien un système qui gagne, ne fait pas que des gagnants. Ne fait pas que des gagnants, d'accord ? Ni chez les gens pris individuellement, ni au sein de chacun de nos préférences individuelles. Par contre, je pense qu'on a un avantage dans ce pays si on décide de s'y coller pour de bon à cette histoire de décarbonation. C'est que ça demande une bonne compréhension des systèmes complexes à large échelle. Et ça, c'est traditionnellement une force historique de la France, qui a quand même fait, à l'époque où on n'était pas trop enquiquiné pour le faire, à large échelle, un système de transport, un système ferroviaire, un système énergétique, enfin un système électrique en particulier, un système hospitalier, un système de gestion de l'eau, etc. Quand on regarde les grands systèmes complexes à large échelle, on est assez bon globalement. On n'a pas à rougir de ce qu'on a fait historiquement. Depuis 20 ans, et avec la concurrence partout, c'est un peu moins vrai, mais on n'a pas à rougir. Et par ailleurs, ça demande de la créativité technique. Et on n'est pas mauvais non plus, puisque le monde entier vient nous piquer nos ingénieurs. Moi, ce qui me désespère, je préférerais qu'ils restent ici et qu'ils s'occupent de ce problème, plutôt qu'ils aillent faire de ChatGPT et de l'intelligence artificielle en Californie. De l'optimisme, on a dit, ouais. Pour conclure. Eh ben, les ingénieurs... Mais pas... une phrase, je sais pas, bonne journée à tous. Non. Bonne journée à tous, ça sera après. Et donc, je pense que si on décidait d'y aller pour de bon, on a des avantages concurrentiels forts dans ce pays en termes de culture, en termes de bagage technique, en termes de compréhension d'un certain nombre de choses et en termes par ailleurs de capacité d'action coordonnée, parce que, encore une fois, si on est capable de faire des grands systèmes complexes, c'est parce que quand on le veut bien, on a une capacité à faire des grandes choses de manière coordonnée. Voilà. Stop, c'est bon. Ça, non, je ne vais pas. Mais il faut le décider. Alors on en revient toujours à ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut le décider. Et aujourd'hui, on ne l'a pas décidé. Et je vais finir par une note à la fois d'optimisme et de pessimisme. Je ne comprends pas ce qu'on a à gagner dans le monde qui se dessine, à singer les Américains, ce qu'on continue à faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui est devenu un repoussoir et pas la marche à suivre. Et je pense qu'il faut revenir à nos racines, qui est celle d'un peuple qui a connu des contraintes physiques pendant longtemps et qui en a tiré le meilleur parti. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous pour vos